Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui à l'approche de la fin de la saison pour parler des derniers grands rendez-vous de la saison, notamment le Tour de Lombardie qui arrive ce samedi entre Bergame et Côme. On évoquera également Paris-Tours un petit peu, l'autre course des feuilles mortes qui a lieu ce dimanche. On va donc revenir sur le parcours, les favoris, notamment pour le Tour de Lombardie, qui pour succéder à Tadej Pogačar, peut-être Pogačar lui-même. On va voir ça avec nos deux consultants du jour. Anselme pour commencer. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on est aussi avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et bien voilà, vous savez tout. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors, pour commencer, pour parler du Tour de Lombardie, on va évoquer quand même le parcours, puisque le parcours joue forcément un rôle dans le déroulé de la course. Cette année, on revient à un parcours entre Bergame et Côme, puisqu'on avait ces dernières années relativement une alternance entre une arrivée à Bergame et une arrivée à Côme. Cette année, on revient à une arrivée à Côme, mais à une petite différence, car pour la première fois depuis 2009, on aura une arrivée à Côme sans un passage au mur ou au col du Sormano, une montée qui a été mise de côté après la grave chute dont a été victime Remco Evenepoel en 2020. On rappelle qu'il avait été victime d'une fracture du bassin en chutant sur un petit pont, et c'était pas le premier à avoir chuté dans cette descente. Donc le Sormano n'est pas au programme cette année. On a un petit circuit final avec le San Fermo della Battaglia, le Civiglio, et de nouveau le San Fermo della Battaglia avant l'arrivée à Côme, juste avant l'arrivée à Côme. On a donc des montées qui sont peut-être un petit peu moins longues, puisque le Civiglio ça fait 4 km, certes à 2,7%, c'est assez pentu. Est-ce que du coup ça change foncièrement la typologie du parcours pour vous par rapport aux années précédentes? Moi je pense pas. Enfin, évidemment ça va peut-être... ça change, on va dire, c'est le parcours, mais enfin, ça reste une course qui va être très dure, très longue, et qui va rester axée pour des grimpeurs ou des punchers. Mais enfin, on va pas avoir un scénario de course complètement différent. Louis, est-ce que ça peut peut-être être un peu moins typé grimpeur comme parcours, avec justement des montées qui sont moins longues, peut-être un peu plus d'équilibrage entre puncher et grimpeur? Ouais, forcément, on enlève la difficulté que je pense être la plus dure du parcours classique du Tour de Lombardie. Forcément, on est toujours sur une course longue, ça, Anselme, tu l'as bien dit. On reste sur une classique qui est réservée à des bons grimpeurs, punchers. Et forcément qu'un mur de Sormano, ça pèse énormément dans les jambes, aussi bien la montée que la descente qu'on connaît technique. Moi, à titre personnel, je suis pas forcément d'accord avec cette idée de le supprimer. Alors, je suis conscient évidemment de la dangerosité de cette descente, mais c'est un lieu pour moi du cyclisme. On supprime pas un col parce que la descente est dangereuse tant qu'elle est faisable. Alors évidemment, quand les conditions climatiques sont difficiles, je peux comprendre que ça soit difficile, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça. La légende du cyclisme s'écrit dans des endroits particuliers. Pour le mur de Sormano, il y a eu des moments incroyables du cyclisme dans la montée, mais malheureusement dans un sens beaucoup plus négatif dans la descente. Mais est-ce que pour autant on doit supprimer cette partie du parcours? Je sais pas. Est-ce que c'est les coureurs c'est leur comportement en descente qui la rendent peut-être plus dangereuse? Évidemment, elle est technique, mais elle est faisable et pour moi, c'est pas forcément une bonne idée. Après, je m'éloigne un petit peu de la question de base et Non, mais c'est intéressant justement de voir, parce que c'est aussi un choix de la part des organisateurs du Tour de Lombardie de se passer du mur de Sormano et même simplement de Sormano en tant que tel, que ce soit ni le mur ni le col ne sera emprunté. Alors après, tu disais le mur de Sormano, un élément un peu historique. Ça fait, il est vraiment revenu au programme du Lombardie qu'en 2012. Avant, on avait eu plusieurs fois le col de Sormano, qui est moins pentu. Le mur de Sormano, c'est quand même beaucoup plus récent pour le coup.
Oui, non, mais je suis d'accord. Après, c'est parce que je suis d'une génération un petit peu plus jeune et pour moi, j'ai toujours vu le Lombardie avec le Sormano. Mais voilà, enfin, pour ma part, c'est un lieu historique classique de la saison à un moment fort, au même titre que la tranchée Larambert, les monts pavés. Enfin voilà, c'est pas dans le même type parce que voilà, on peut pas comparer un secteur pavé à un col. Mais si je dois comparer, euh, malheureusement, Casartelli se tue dans le porté d'aspect dans la descente, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas repassé au porté d'aspect sur le Tour de France. On sait que cette descente est dangereuse. En plus, il y a des éléments qui la rendent très dangereuse par rapport les blocs de béton. Mais les coureurs continuent de passer devant et même s'il y a peut-être eu des aménagements depuis, les coureurs font plus attention. Je remets pas du tout en cause la chute de Evenepoel, qui est, je pense, déjà de base une erreur de pilotage. Je crois pas qu'il y avait eu de problèmes mécaniques sur son vélo. Le pilotage, ça fait partie du cyclisme. Malheureusement, là, ça a été un défaut pour Evenepoel sur cette course. C'est très bien qu'il soit revenu à un super niveau d'ailleurs. Et voilà, je suis un petit peu contraigné par cette suppression du parcours. Après, c'est un choix des organisateurs, il est totalement respectable. Euh, voilà, mais on vivra quand même une bonne course. Hein. Là-dessus, je reste optimiste. Bon, donc du coup, pour résumer, pour vous deux, l'absence du Sormano, et notamment ce petit circuit final avec San Fermo della Pataglia et le Civiglio, ça va pas forcément rendre la course plus ouverte. Bah en fait, je me dis que si, peut-être. Genre, ça va pas foncièrement changer le déroulé de la course, mais ça peut amener un outsider à s'imposer dans le sens où le mur de Sormano, de par sa difficulté, c'est souvent les meilleurs qui en sortent en tête et les écarts peuvent être, on va dire, irrémédiables. Et là, sans cette difficulté, ce sera peut-être plus compliqué de se débarrasser de certains coureurs et même d'autres pourraient profiter de temps mort pour se faire la malle. Enfin, à mon sens, la course est peut-être un peu ouverte, mais c'est pas un changement, on va dire. Enfin, ça change pas la nature de la course. Donc ça sera plus tactique. Ah, probablement, ouais. Ok. Bon, après, il faut quand même se signaler que le Civiglio, c'est très pentu. Hein. C'est 4 bornes à quasiment 10%. Ça compense un peu le pourcentage du Sormano, qui sont certes beaucoup plus élevés. Si on veut, ça pourrait se rapprocher d'un Liège-Bastogne-Liège. Un peu plus dur, et je pense qu'il y a un peu plus de dénivelé. Et encore, faudrait vérifier, mais et les difficultés sont plus ou moins loin, je crois, un peu plus proches peut-être de l'arrivée. Et donc les costauds seront devant, mais en effet, ça ouvre un petit peu plus les portes à des moins bons grimpeurs qui étaient beaucoup plus pénalisés par l'ancien parcours du Lombardie. Est-ce que par exemple, on peut voir le vainqueur sortir dans le passage de Madonna del Ghizzalo à plus de 60 km de l'arrivée? J'y crois moyen. Ouais, j'y crois pas trop. C'est possible. Enfin, tout est possible, hein. Mais enfin, ce serait surprenant. Bon, donc vous vous attendez plus à voir la course se jouer, notamment dans le Civiglio, les derniers kilomètres autour de Com. Oui, après, je dis pas que ça aura pas écrémé avant, hein, mais on aura, je pense, encore une trentaine de coureurs quand on arrivera pour la première fois à San Fermo della Battaglia. Pour vous, il y a moyen qu'un coureur se détache, arrive en solitaire encore une fois, c'était le cas ces dernières années. Ça devrait pas se jouer au sprint dans un petit groupe ou c'est faisable? Du coup, pourquoi pas? Pas un gros groupe de sprinteurs, hein, faut pas abuser, mais allez, un petit groupe de 4-5 coureurs, c'est pas impossible. Ça va dépendre de ce qui va se passer dans les côtes précédentes avant le vrai final, si on veut. Si ça dynamite de loin, c'est un scénario qui est envisageable d'avoir un petit sprint en petit comité. C'est pas à exclure. Hein, Et justement, on va passer à vos favoris, aux coureurs qui vont animer cette course, les prétendants principaux à la victoire sur ce Tour de Lombardie. Louis, Anselme, tout simplement, quel est le coureur que vous voyez remporter ce Tour de Lombardie, votre favori? Louis, je vais te laisser commencer. Qui d'autre que lui? Tadej Pogacar. Pour moi, c'est lui qui aura la grosse pancarte au départ. Tout simplement, déjà, il est le tenant du titre. Quand on voit sa forme actuelle, alors il fait pas un mondial exceptionnel, mais vainqueur des Trevali Varesine en début de semaine, deuxième du Tour d'Émilie. Je pense qu'on a le gros favori du jour. Évidemment, il sera surveillé. On n'oublie pas évidemment sa démonstration également à Montréal où il tape un Wout van Aert au sprint. Alors ça, c'est après une course difficile, mais Montréal, c'est difficile, mais le Lombardie, ça l'est encore plus. Donc
c'est un coureur, Pogačar, qui peut gagner en solitaire, mais également dans un sprint avec des coureurs très rapides au sprint. Donc, qui d'autre que lui, quoi, tout simplement. Anselme, de ton côté, qui serait ton favori? Tadej Pogačar ou un autre? Bah, je vais partir sur Enric Mas de mon côté, Enric Mas. Alors, tu l'as dit, Pogačar a gagné les Trevale Varizine, que j'ai regardé avec mon paternel qui, au cours de la course, m'a dit « De toute façon, celui qui gagne ici, il ne gagnera pas le Lombardie ». Donc, de facto, Pogačar est éliminé de la liste des favoris. Toujours faire confiance à son père. Ah, toujours. Mais Enric Mas, il m'a fait une impression, très très grosse impression sur les semi-classiques italiennes, là, notamment au Giro dell'Emilia, où il était juste très très fort, j'ai envie de dire, dans la lignée de sa Vuelta, mais plus fort encore, parce que là, il arrive à décrocher Pogačar, et sans manquer de respect à Evenepoel, Pogačar, c'est le niveau au-dessus. Donc, je pense qu'il est, j'ai pas envie de dire la forme de sa vie, mais Enric Mas, c'est pas un coureur que j'aurais qualifié, que j'aurais vu comme un prétendant pour les classiques, mais sur un parcours comme le Lombardie, ou des types comme Mikel Nieve ont fait top 10, qui prendra sa retraite, lui notamment, samedi, et je me dis qu'un Enric Mas peut totalement tirer son épingle du jeu, à condition d'arriver en solitaire, ou avec un Guillaume Martin dans la roue pour qu'il puisse gagner le sprint. Sinon, avec d'autres coureurs, ça risque d'être compliqué. Donc il faut qu'il arrive à s'isoler. Il n'y a pas le Sormano, il y aura d'autres possibilités. Alors, en préparant ce podcast, tu m'as dit que tu hésitais entre Pogačar et Enric Mas. Pourquoi finalement tu n'as pas choisi Pogačar? On va dire, Pogačar, c'est aussi une évidence. C'est trop simple, t'as envie de prendre des risques, quoi. Même pas, parce que Enric Mas m'a fait une meilleure impression dernièrement que Pogačar. Je pense qu'il est en meilleure forme que le Slovène actuellement. À voir ce qu'il en sera samedi, mais c'est pas un random pick comme j'ai pu en faire par le passé. Oui, t'as déjà eu des pronostics un peu plus osés. Pas forcément. Justement, alors on va d'abord rester sur Tadej Pogačar, parce que Anselme, tu hésitais un petit peu avec Pogačar aussi. Louis, c'est ton favori, c'est le vainqueur sortant. Est-ce que déjà, là, on peut dire Pogačar, il va avoir un peu la pancarte, surtout, au départ de ce Lombardie samedi? Complètement. Bien sûr qu'il aura la pancarte. Il a le statut, je pense, de coureur numéro 1 mondial. Alors même s'il ne remporte pas le Tour cette année, donc peut-être que cette année c'est moins vérifié, mais il aura la pancarte, il fera office de favori. Tout le monde le sait, tout le monde l'attend. Alors, c'est pas parce qu'il est favori numéro 1 qu'il va gagner, évidemment. Donc ça reste une course, donc tout est possible. Surtout quand on a une belle start list. On parlait d'Enric Mas à juste titre. Ce qu'il a montré ces derniers jours, c'est très très performant, et en plus il a une doublette avec Valverde. Tactiquement, il y a de quoi jouer. Alors évidemment, ça va faire sourire quand on parle de tactique avec Movistar, mais des fois c'est un mauvais préjugé, et s'ils arrivent à bien unir les deux forces, ça peut très bien le jouer et piéger Pogačar pendant qu'un autre se fait la malle, que ce soit Valverde ou Mas. C'est envisageable, mais quand on a des forces comme ça chez Movistar, il faudra saisir sa chance. Et concernant Tadej Pogačar, le fait qu'il ait la pancarte, est-ce que ça peut pas justement aussi être un désavantage, le fait d'être très ciblé? Il va falloir encore plus réussir à la jouer fine pour se dégager, peut-être? Il a déjà eu tellement souvent la pancarte que je pense pas qu'aujourd'hui ça le gêne. Il a appris à la porter aisément. Ça aurait été un autre coureur, pourquoi pas, mais là, il est favori de toutes les courses qu'il fait depuis 2 ans maintenant, donc. Peut-être pas le Tour des Flandres, mais ça n'a pas changé grand-chose. Mais globalement, il s'en sortira sans problème, je pense. Bon, donc vous n'êtes pas trop inquiet concernant Tadej Pogačar, qui est donc parti pour défendre son titre. Un mot sur son équipe, il aura notamment à ses côtés Joao Almeida, Davide Formolo, Diego Ulissi. Là, c'est un effectif qui peut l'accompagner assez loin dans la course. Ouais. Après, moi, j'attends de voir ce que va faire Almeida sur la course, parce que on sait que c'est pas un grand puncher, et le fait que ce soit des petites côtes, lui qui a tendance à plutôt prendre son rythme et rattraper ensuite, à voir sur des efforts courts où il aura besoin de s'accrocher, voir jusqu'où il ira. Après, avec des Formolo, Ulissi, Maika, tout ça, Hirschi, s'il est à son meilleur niveau, Pogačar sera pas esselé.
et sera très bien entouré. Louis, les équipiers de Tadej Pogacar, ils sauront lui être utiles? Oh bah complètement. Que ça soit pour même lancer la course de très loin. Pour le coup, Pogacar, c'est le coureur qui est capable de demander à son équipe d'enclencher tout le monde et puis il sort à 60 km de l'arrivée parce que t'as déjà plus grand monde dans le groupe. Et puis terminer basta à l'année prochaine, quoi. Donc, Ça, c'est ouais, plutôt ouais. Evenepoel, ça, quand même. Ouais, mais Pogacar, il est capable d'un coup comme ça aussi. Hein. Attention, hein, on est sur un corps qui est endurant. Surtout quand on est peut-être dans les 3 plus forts du plateau. Partir de loin, des fois, c'est pas une mauvaise stratégie. Enfin, la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand on se sait cible de tous les adversaires, des fois, tenter de loin, ça peut surprendre et ça peut aller au bout. Et justement, quelle serait la meilleure tactique, stratégie pour Tadej Pogacar? Parce que visiblement, il a quand même plusieurs cartes en main pour l'emporter. Vous le voyez faire quoi samedi? Ah, la plus sûre, c'est essayer de s'isoler parce qu'un sprint, on sait jamais. Mais sprint en petit comité, en moyen comité ou en solitaire, enfin, il a plusieurs cordes à son arc. Il peut tout faire un peu, ça, pour toi. Ouais, bah c'est ce qui fait sa force aussi. Et Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu imagines pour Tadej Pogacar? Ouais, je le vois pas attaquer loin. Je vois bien son équipe mettre en route dans la Madonna del Gisalo là, mais je le vois pas sortir à 60 bornes. Mais par contre, je le vois attaquer dans le Civiglio et au moins écrémer comme il faut le final et peut-être même s'isoler. Ça restera à voir, mais la grosse attaque, elle interviendra à ce moment-là dans le Civiglio. Et ensuite, on verra qui pourra le suivre. Bon, c'est sûr que dans les pourcentages importants du Civiglio, il faudra être capable de suivre. L'année dernière, Tadej Pogacar avait gagné en anticipant un petit peu. Il me semble qu'il était sorti plus ou moins dans la descente c'était le Passo di Ganda. Il avait été rejoint ensuite derrière. Par Fausto Masnada. Il avait été rejoint derrière ensuite par Fausto Masnada et ça s'était joué dans la dernière côte, mais puis au sprint finalement. Donc voilà, à voir. Alors, on le laissera peut-être pas partir en facteur un petit peu comme ça avait été le cas l'année dernière. Parce qu'on se souvient les images où c'était un peu le foutoir et pas grand monde avait suivi Pogacar au début. Là, il faudra peut-être être plus attentif. Mais en effet, sur les pourcentages du Civiglio, ça sera peut-être pas simple de ne pas vouloir laisser partir Pogacar. C'est un petit peu l'inconnu par rapport à ces pourcentages. Et après justement, Anselme, donc ton favori c'était Enric Mas. Comment toi est-ce que tu l'imagines battre notamment Tadej Pogacar? Ah, faut qu'il le lâche dans le Civiglio, je dirais. C'est enfin au sprint, il y a aucune chance, mais à l'image de son Tour d'Émilie où il a juste fait péter Evenepoel à la pédale, faut qu'il arrive à refaire la même chose. Il a fait péter Pogacar, hein, Evenepoel n'était pas là. Evenepoel, oui, enfin bref. Après, il faut espérer qu'il n'y en ait pas un autre qui soit avec lui dans la forme de sa vie et qui le lâche, qui le suive malgré une possible défaillance de Pogacar et où au sprint il pourrait se faire battre également. L'idéal pour lui, c'est vraiment d'arriver à s'isoler et ensuite de résister jusqu'au bout. Je pense qu'il en est capable, mais ce sera pas aisé. Et après, Louis évoque un petit peu le fait que chez Movistar, il y a aussi Alejandro Valverde. Est-ce que le binôme Valverde-Mas est-ce qu'il peut y avoir une tactique, quelque chose de mise en place en bénéficiant de ces deux cartes chez Movistar? Je pense que Mas doit tenter de lâcher, de partir en solitaire, et puis Valverde doit suivre du mieux qu'il peut derrière pour tenter le sprint après, si sprint il y a. Oui, donc ça va pas trop changer d'habitude, quoi. Voilà, ça marchait régulièrement. Après, s'il se retrouve, imaginons qu'il se retrouve à 3 avec Evenepoel. Evenepoel est toujours pas là. Hein. Evenepoel n'est pas là avec Pogacar. Là, il pourrait tenter à tour de rôle d'essayer de le lâcher, mais je pense qu'il y aura d'autres coureurs. Ils se retrouveront pas tous les trois. Non, Valverde, je pense que sa meilleure chance, c'est soit au sprint, ou alors s'il arrive à profiter d'un marquage, s'il y a un petit groupe de 5-6 et de s'isoler. Mais pour moi, la tactique Movistar, c'est attendre le final avec Valverde et tenter d'un peu plus loin avec Mas. Louis, Enric Mas, il peut lâcher Tadej Pogacar dans le Civiglio? Avec ce qu'il nous a montré sur le Tour d'Émilie, oui, il peut. Après, la forme du jour va beaucoup compter. Pour l'instant, c'est dur de le prévoir à l'avance, mais Enric Mas fait partie de ces coureurs qui sont capables de décrocher Tadej Pogacar. La saison est longue, hein, donc les physiques sont bien entamés et il y a peut-être moins cette hiérarchie classique qu'on peut avoir sur le Tour de France. Là, en fin de saison, il y a plus d'ouverture pour deux coureurs et Enric Mas, s'il est fort, il
peut décrocher Pogacar comme il l'a montré dernièrement. Mais il y a d'autres coureurs qui peuvent aussi le faire et c'est ce qui peut rendre la course intéressante. Et oui, comme je l'ai dit, Pogacar est le favori numéro 1, mais il a pas du tout course gagnée et il devra se battre pour aller chercher la victoire et conserver son titre. Est-ce que Enric Mas est son adversaire numéro 1 à Tadej Pogacar? Bonne question. Je sais pas si on peut parler d'adversaire numéro 1. En fait, j'ai peur, enfin, j'ai pas peur, mais ça peut aussi très bien se transformer en une course tous contre Pogacar et qu'au final tout le monde soit l'adversaire numéro 1 de Pogacar. On va pas parler de coalition, mais quand on est l'homme à battre, tout va être fait pour piéger Pogacar et surtout pas l'emmener au sprint. Moi, je dirais que ouais, c'est son adversaire numéro 1. C'est le plus dangereux pour Pogacar. Bon, en tout cas, sur ces derniers jours, Enric Mas c'est le seul qui a battu Tadej Pogacar, parce que Pogacar fait deuxième derrière Enric Mas au Tour d'Émilie et il remporte les 3 vallées varesines peu après. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur les résultats passés. Et puis après aussi, petit point, on parlait de la stratégie d'équipe côté Movistar. Il y a eu sur la Coppa Agostoni et les 3 vallées varesines, Enric Mas a roulé pour Alejandro Valverde. Et sur le Tour d'Émilie, eh bien, Enric Mas était le plus fort, tout simplement le plus fort de la course, pour aller s'imposer en solitaire sur la montée de San Luca. Donc voilà, en tout cas pour les courses, les petits résultats qu'il y a eu dernièrement. Alors cette année, on n'a pas 2000 ans de Turin pour un dernier, un autre état des lieux, notre état des forces. Le Tour du Piémont non plus, ça sera pour les sprinters ce jeudi. Donc voilà. Après les 3 vallées varesines, la préparation pour les grimpeurs punchers en vue du Tour de Lombardie est terminée maintenant. Place à la course samedi. Alors après, vous avez cité Tadej Pogacar, vous avez cité Enric Mas, mais c'est évidemment pas les seuls au départ, pas les seuls qui pourront pouvoir prétendre à une victoire. Parmi les autres, peut-être pas favoris, mais ou alors outsiders, quel nom ou quelles équipes retiennent votre attention en particulier? S'il y avait une équipe, je dirais la Bora-Hansgrohe, qui a une équipe, je trouve, a une composition très intéressante. On a du Hindley, du Higuita, du Vlasov, même du Bourman et du Schwartzman. Et on complète avec Fabro et Grosschartner, en tout cas pour la startlist qu'on a actuellement. C'est pas mal non plus. Donc, il y a de quoi faire. Typiquement, la Bora, c'est une équipe qui peut se retrouver avec 5-6 éléments dans le final. Alors après, il va falloir jouer tactique et être aussi fort que les gros clients. Et moi, c'est une équipe que je garderai à l'œil, parce qu'elle peut montrer de belles choses. Alors, c'est pas la seule. Je vais laisser Anselme poursuivre, mais attention à la Bora, attention. Bon, vous savez quoi, moi si tant qu'à faire chacun un pronom, j'ai bien envie de dire Higuita, parce que deuxième aux 3 vallées varesines, si jamais ça se joue au sprint, pourquoi pas. Et même en attaquant, pourquoi pas. Anselme, qu'est-ce que tu en dirais toi Moi je suis resté sur les gars qui ont performé en Italie. À un moment j'ai pensé à Vingegaard, mais c'était la Croatie. C'est pas le même pays, en effet. C'est pas le même pays, et puis la concurrence était différente. Je le vois, il peut faire un résultat, mais je le mettrai pas dans mes top favoris. Non, moi je suis resté sur des jeunes pépites. Pozzo Vivo, Uran. Les deux ont très bien marché sur les 3 courses, sur toutes les courses italiennes de préparation. C'est des habitués de Lombardie, une course qui leur réussit plutôt bien, qui connaissent bien. Donc c'est des coureurs que je garderai à l'œil. Alors, Higuita, j'y avais pensé, même si le Colombien est trop incertain. Mais et sinon, derrière, je pensais à des gars, il y a toujours des Vlasov, des Martinez, des gars, on sait qu'ils sont forts, mais difficile de cerner leur état de forme. Donc, je suis resté on va rester sur Pozzo Vivo ou Uran pour les deux dans le top 5. Des coureurs d'expérience, hein. Tout à fait, ouais. Qui ont quand même d'ailleurs tous les deux fait top 10 sur les 3 courses italiennes auxquelles ils ont participé. Donc c'est quand même pas mal non plus, ça montre qu'ils sont là avec la Coppa Agostoni, le Tour d'Émilie et les 3 vallées varesines. Donc ça montre qu'ils sont quand même plutôt en forme et qu'ils vont avoir probablement de bonnes jambes. Et ils ont eu également, comme tu le disais, plusieurs bons résultats sur le Lombardie, notamment Rigoberto Urán qui a fait 3 fois 3ème. On verra si ça sera une 4ème, 3ème place ou si ça sera mieux cette année, pourquoi pas. On verra pour Rigoberto Urán. Mais donc du coup, dans l'ensemble, visiblement, il y a quand même beaucoup de coureurs, beaucoup d'équipes aussi, qui ont une carte à jouer, qui sur le papier, avant le départ samedi midi, ont quelque chose à jouer et peuvent prétendre à la victoire. Ouais,
C'est assez ouvert cette année. Globalement, même on l'a vu qu'il y a des noms qui se dégagent plus que d'autres, on va dire que l'état de forme et l'homogénéité du peloton fait que l'incertitude règne tout de même. Eh bien, avant d'évoquer les coureurs français qui seront au départ, un petit mot quand même sur deux coureurs d'expérience qui prendront leur retraite après ce Tour de Lombardie, à savoir Vincenzo Nibali, double vainqueur du Lombardie en 2015 et 2017, et Alejandro Valverde. Valverde, on en avait parlé, mais Nibali, Valverde, ils ont tous les deux une carte à jouer sur ce Tour de Lombardie. Valverde, oui. Nibali, j'ai du mal à le voir mieux qu'un top 10. Dans quel sens il a plus la possibilité, les jambes. Bah, je le vois quand même en retrait, même s'il fait une année tout à fait correcte. Il est quand même en deçà de ce qu'il était lorsqu'il a gagné. Là, même si son Giro très bon et un peu une surprise, j'ai du mal à le voir faire mieux qu'un top 10. On le verra probablement à l'attaque, comme sur les Trevale Varesine, pour une sorte de jubilé. Mais je pense pas qu'il soit en lice pour la gagne. Louis, qu'est-ce que tu en penses de Vincenzo Nibali notamment il peut se mêler à la lutte ou top 10 ça sera déjà un bon résultat pour finir? Je suis du même avis que Anselme, je le vois pas jouer la victoire et être quand même acteur de la course pour sa dernière, sur une course qui lui est chère, où il a justement marqué l'histoire, du moins de son empreinte, l'histoire de la course. Il sera à l'attaque, mais je le vois pas au niveau des prétendants pour la victoire. Enfin, un top 10, ça me semble possible. Mieux peut-être en fonction des circonstances de course, mais je le vois pas gagner. Enfin, en tout cas, je le mettrai pas dans mes... Donc pour vous deux, c'est plutôt Alejandro Valverde que vous voyez réussir le mieux sa sortie. Oui. Eh bien, très bien, et puis on va évoquer également les coureurs français qui sont au départ. Là, on a notamment Julien Alaphilippe, Romain Bardet, Guillaume Martin, Rudy Mollard, Warren Barguil ou encore Pierre Latour, pour faire petit panorama d'ensemble des principales cartes françaises. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour nos coureurs français? Est-ce qu'il y a moyen de jouer la gagne déjà? Moi, je vois pas de Français gagner. Désolé. Louis, Mais est-ce que tu vas sauver le bateau français démoli par Anselme? Non, mais tout est possible. On a des bonnes cartes à jouer et comme on l'a dit, c'est assez ouvert. Alors, on n'a pas le super favori de la course, comme ça peut être le cas l'année où Thibaut Pinot gagne. Mais faut tenter sa chance, faut espérer être dans une grande journée et puis que ça sourit. Il y a de quoi faire. On a des bonnes cartes, comme on l'a dit. Après, c'est vrai que dans les noms qu'on a cités, à part peut-être Julien Alaphilippe, personne n'a le profil d'un vrai vainqueur du Lombardie. Après, le problème de Julien, c'est que on a des petites incertitudes sur sa forme. Alors, il a fait une très bonne impression sur la Coppa Bernocchi, mais est-ce que ça sera suffisant pour être dans les trois plus forts de la course samedi? J'espère le retrouver à une super forme pour une course où il aura moins le poids de favori, il a plus le maillot de champion du monde. Alors, il a encore les liserés, mais voilà, il aura moins ce statut de favori au départ, même s'il restera quand même surveillé. Pour moi, c'est Julien Alaphilippe qui a le plus de chances de victoire. Après, un Guillaume Martin est capable de faire une très belle course. On sait qu'il a une plutôt bonne forme en ce moment. Mais le problème toujours de Guillaume Martin, c'est qu'il a un peu de mal à finir, à conclure, on va dire, face à l'échelon World Tour. Sur un monument, c'est pas le profil de vainqueur. Après, j'espère évidemment qu'il brillera et qu'il me fera mentir et ça serait magnifique, mais je le vois pas gagner le Tour de Lombardie, malheureusement. Et Romain Bardet? Il a pas été si rassurant que ça pour sa première course après le mondial. J'y crois pas. Après, on sait que Romain, il aime beaucoup les courses longues. C'est le genre de classique qui lui convient parfaitement. Mais faut voir, ça va jouer physiquement. Après, dans le profil de course, ça lui convient parfaitement. Mais voilà, il y a pareil les coureurs qui viennent du mondial, certains accusent plus ou moins bien le coup. Donc Romain Bardet, je mets pas de gros espoirs en lui avant le départ. Maintenant, s'il se retrouve dans les plus forts de la course, voilà, faudra compter sur lui. Il est capable de faire un bon résultat, mais ça va dépendre surtout du physique. Et Anselme, bon, si tu vois pas de Français remporter ce Tour de Lombardie, quelle peut être la meilleure carte Autant je suis d'accord pour Guillaume Martin, qui pour moi a le même problème que Mas, et c'est
pour une hypothétique victoire, il faudrait qu'il arrive seul. Et je pense pas qu'il ait les capacités de lâcher tout le monde à la pédale. Donc il faudrait vraiment un scénario de course complètement fou pour qu'il gagne. Il peut accrocher un top 10 sur sa forme parce que ça reste quand même un coureur costaud. Alaphilippe, personnellement, j'y crois pas du tout. Il va peut-être essayer de loin, ou je le vois essayer quelque chose, mais je pense qu'il sera trop juste dans le final pour espérer même un top 10. Par rapport à la longueur de course, la difficulté. Ouais, je pense qu'il sera trop juste. Et puis, je pense que, je sais pas, je vois une dizaine de coureurs partir et lui lâcher et potentiellement finir la course, pas en roue libre, mais plus loin sans s'arracher non plus. Par contre, Bardet, moi, sur la saison qu'il a fait, alors certes, il n'a pas été forcément rassurant sur sa reprise, mais au vu de sa saison et du coureur qu'il est, je pense que c'est pour moi la meilleure chance française, même devant Guillaume Martin. Alors, je le vois mal faire mieux que top 5, parce que s'il arrive pour la gagne, pour moi, c'est dans un petit groupe, et au sprint, c'est pas Pogacar, mais pour moi, si je dois parier sur le Français le mieux placé, ce sera Bardet. Donc on a, pour résumer, Julien Alaphilippe d'un côté, Romain Bardet de l'autre. On verra, donc top 5, podium, peut-être victoire. On verra bien donc le résultat de ce Tour de Lombardie ce samedi. Et on rappelle que le dernier Français à avoir remporté le Tour de Lombardie, eh bien c'était Thibaut Pinot en 2018. On verra s'il y aura un successeur au coureur de la Groupama Viaggi qui lui ne sera pas au départ de ce Tour de Lombardie. On va terminer ce podcast en évoquant l'autre classique des feuilles mortes qui a lieu ce dimanche, à savoir Paris-Tour. De ce côté-là, le dernier vainqueur français, c'était tout simplement l'année dernière avec Arnaud Démare. Alors donc, qui remportera Paris-Tour Louis Anselme, quel est là aussi votre favori pour remporter Paris-Tour? Moi, j'ai dit Arnaud Delis. Pourquoi Arnaud Delis? Parce qu'il est monstrueux. Là, ça, j'ai envie de dire, sa fin de saison, enfin, toute sa saison, il a été hyper régulier. Les semi-classiques belges, il en a gagné je ne sais combien. La Famenne Ardennes classique, où il tombe à 900 mètres et puis il fait un sprint, je sais pas, de malade pour finir finalement 15e dans le même temps que le vainqueur. Il est sur une forme phénoménale, hyper puissant. Il a, je veux dire, un peu en retrait sur Binche, mais sur Paris-Tour, il fait clairement partie des favoris, et tant par sa vitesse que par on va dire sa capacité, et sa force, il a tout ce qu'il faut, soit dans un sprint, soit dans une course compliquée. Donc pour moi, c'est un des gars qu'il faudra absolument surveiller. C'est-à-dire que c'est un coureur avec sa pointe de vitesse assez phénoménale, hein. 9 victoires cette saison. Faut quand même le signaler pour un néo-pro. Le plus dur, ça va être de le faire sortir le sarrau dans les montées, sur les chemins de vigne. Ouais, c'est ça. Je veux dire, faut espérer une crevaison ou quelque chose comme ça. Il faudra que lui espère ne pas avoir de crevaison, de problème mécanique. Ça, par contre, oui. Clairement. Mais moi, son seul bémol, c'était à la Bretagne classique, où je le voyais bien remporter le sprint du peloton. Il était en retrait. Donc, mais là, sur Paris-Tour, je pense qu'il a toutes les cartes en main pour s'imposer. Louis, de ton côté, donc on a Axel Delis, on a Arnaud Delis, Axel c'est son frère. Pour Anselme, toi, quel est ton favori pour Paris-Tour? Alors, mon favori, ce sera Christophe Laporte. Il est en une énorme forme. Il a pris une dimension supplémentaire avec son arrivée dans la Jumbo-Visma. Deuxième du mondial, vainqueur de Binche dernièrement. Donc, Christophe Laporte, c'est mon favori pour cette course qui lui convient à merveille. Malheureusement, il n'a jamais eu l'occasion d'y briller vraiment. Donc, lorsqu'il y a participé, notamment sur les couleurs de la Cofidis, à chaque fois, il avait soit un problème mécanique, ou soit tout simplement une chute ou un manque de forme. Oui, peut-être que ça sera la bonne année. Son meilleur résultat, c'est 44e en 2015, donc là, ça peut être le déclic cette année avec Jumbo-Visma, la forme qu'il a. Ouais, c'est ça, il a vraiment pris une dimension supplémentaire, et vu la forme qu'il affiche, là, après, on sait très bien que Paris-Tour, c'est une course qui peut vite être ruinée par une crevaison au mauvais moment, et derrière, la course, elle est finie. Donc, c'est pas forcément la course où le plus fort gagnera. Mais ça peut jouer tactiquement, et également dans des passages très difficiles. On a les petites fautes courtes et raides, les chemins. C'est une course qui est vraiment sympa à suivre, Paris-Tour, surtout
depuis qu'il y a eu les chemins de pierre, alors fallait pas qu'il y ait d'exagération au côté technique où parfois il y avait trop de hasard et ça a été très critiqué par les coureurs, ce que je comprends totalement. Mais il y a un côté spectaculaire qui a été ajouté à cette course, qui est vraiment sympa et pour le coup ça convient plutôt bien à Christophe Laporte dans le cas où il n'est pas porté par la malchance et s'il arrive dans le bon coup pour la victoire, voilà, c'est un coureur qui est rapide au sprint, au même titre qu'Arnaud Delis, que Arnaud Démare, c'est des coureurs rapides et Laporte en plus avec la dimension physique qu'il a pris cette année, c'est un gros favori. Justement, par rapport au parcours, alors tu parlais des chemins de vigne qui sont arrivés il y a quelques années, changeant complètement l'esprit de la course. Là, on est arrivé à une formule plutôt bien, plutôt équilibrée pour toi? Ouais, c'est ça. Et au début, il y a eu trop de crevaisons et ça faussait totalement la course. L'organisation a revu ça, même si les coureurs, il me semble, continuaient à s'en plaindre l'année dernière, mais moins par rapport à l'arrivée des chemins de vigne. Je disais chemin de pierre tout à l'heure, mais c'est des chemins de vigne. Je fais bien de me corriger là-dessus. Je pense qu'on a une bonne formule, on a une course qui est attractive. Quand on voit le plateau cette année qui est super intéressant, ça montre bien tout le prestige que peut porter cette course maintenant. C'est une course que les coureurs aiment bien ajouter à leur palmarès. Voilà, ça reste une course historique du calendrier, alors qu'il n'est plus World Tour si je ne me trompe pas, mais qui reste un moment fort de la fin de saison. Et souvent, voilà, quand tu arrives Paris Tour, c'est la fin de la saison. On peut être parfois un peu plus dépressif du côté des fans de cyclisme. Alors tout à fait, pour la précision, Paris Tour faisait partie du World Tour de 2005 à 2007. En 2008, il y a eu un petit peu les désaccords, on va dire, entre ASO et l'UCI, la ASO qui a retiré toutes ses courses du Pro Tour. Elles sont revenues ensuite en Pro Tour, sauf Paris Tour, qui a donc été un petit peu déclassé, on va dire. Qui là, en effet, la start list commence un petit peu cette année, c'était un petit peu le cas l'année dernière, à reprendre un peu du prestige avec plusieurs gros noms. Par rapport au parcours en Anselme, toi, qu'est-ce que tu en penses, hein? Le parcours, on parlait de Sormano tout à l'heure. Pour moi, le sprint sur c'est l'avenue de Gramont, non, tout à fait, c'est ça, ouais. Gramont, enfin, c'était un lieu, on va dire, un peu mythique. Le tramway a fait que c'est plus possible aujourd'hui. Enfin, on a toujours l'arrivée avenue de Gramont, mais on la prend plus sur le plus d'1 kilomètre. C'est plus, enfin oui, on n'est plus sur un truc, on va dire, assez exceptionnel. Parce que aujourd'hui, c'est bien que c'est une arrivée large, mais ça reste un sprint plus classique. Je saurais pas quoi dire. J'appréciais la formule ancienne de la classique, on va dire plus pour sprinter, mais où un puncher baroudeur pouvait tirer son épingle du jeu. Le chemin de vigne, c'est sympa, je reste dubitatif. On en met un peu partout maintenant. Que les coureurs râlent parce qu'on crève, bon, ils râlent tout le temps, donc il fait trop froid, les étapes sont trop longues, il y a trop de montagnes, c'est trop plat. Donc bon, enfin, il faut les écouter, mais pas trop quand même. Alors c'est sûr qu'on a une course plus ouverte, c'est aujourd'hui plus une classique de vrai routier sprinter que de sprinter. Après, bon, aujourd'hui, oui, c'est sûr que l'année dernière, c'était on a une très belle édition. On va dire que c'est pas la révolution, ce nouveau parcours, en termes d'attrait pour moi. Après, je peux comprendre que ça plaise aux téléspectateurs. Dans le scénario que peut donner la course sous ce format, est-ce qu'on peut encore voir un sprint massif à l'arrivée? Massif à 20 coureurs, ouais. Plus, j'y crois moyen. Donc pour toi et Louis, je sais pas ce que tu en penses aussi, mais ça va plutôt se jouer dans les côtes, dans les chemins de vigne pour attaquer. Et, la décision se fera inévitablement. Ah oui, non, mais de toute façon, il y a des équipes, je pense par exemple, AG2R Citroën va jouer la carte bonne à Cosnefroy. Cosnefroy doit dynamiter la course dans les passages difficiles et les chemins de vigne. Pour le coup, il y a des équipes comme Cofidis qui a par exemple très bien un Brian Cocard pour jouer le sprint et un Axel Lindsingley pour dynamiter la course dans les côtes. C'est là où c'est ultra intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs scénarios. On peut avoir un sprint à 20, un sprint à 3 comme il y a eu le cas récemment. De mémoire, il y a 2 ans, c'est un sprint à 2 entre Pedersen et Cosnefroy qui avait tourné à l'avantage du Danois.
Mhm. Et, après, un scénario d'un coureur qui arrive en solitaire, bon, on y croit un petit peu moins, mais en fonction de comment le scénario de course se crée, la météo, c'est aussi un facteur à prendre en compte. S'il y a de la pluie toute la journée, bah, ça rendra les organismes un peu plus usés. J'ai pas d'infos là-dessus. Enfin, franchement, c'est encore un peu tôt pour se prononcer, mais si on a du vent, ça peut très bien bordurer sur la première partie de course également. Ça, c'est déjà arrivé, il me semble, même dans les dernières éditions. Donc c'est une course qui est ouverte où on peut avoir plein de scénarios et au final une belle course. Alors j'espère qu'on se régalera pour ce dimanche. Justement, donc, si ça se joue sur ces côtes avec des attaques, parmi les noms que vous n'avez pas cités, alors vous avez évoqué Christophe Laporte et Arnaud Delis comme vos favoris. Les autres noms, il y a aussi pas mal de coureurs qui peuvent se distinguer. Tu as cité justement Benoît Cosnefroy côté H2R Citroën, Brian Cocard et Axel Zinglet chez Cofidis. On a aussi pourquoi pas du Arnaud Démarre, le dernier vainqueur, qui peut se succéder à lui-même. Jasper Stuyven, 3e l'an dernier. D'autres noms, Alberto Bettiol, Axel Laurence, Anthony Turgis. Pour le pari un peu osé, moi je dirais Mozzato de BNB. Lucas Mozzato, donc ça serait plutôt un petit groupe au sprint pour toi, du coup, dans ce cas-là. Bah moi je pense plutôt du fait que cette année il a quand même montré qu'il était, enfin pas vraiment un sprinter, mais pas que, et qu'il pouvait être costaud quand la course était compliquée. Donc c'est, enfin je le vois là passer et je me dis que dans les surprises, ça peut être, bah du coup, ce serait pas forcément une surprise. Une surprise, mais pas vraiment une surprise en même temps. Je pense notamment à son Trobro cette année où il était très costaud avec face à Hofstetter. Donc bon, il a perdu, enfin il fait 2e, mais on va dire sur une course avec des caractéristiques un peu proches, que même si là la concurrence sera un peu plus internationale, niveau français, enfin équipe française, ça peut être un bon pic. Mais je vous incite pas à parier. Très bien, mais écoutez, on verra ça, on suivra ça, ce que peut faire Luca Mozzato au sein de cette équipe BB Hotel KTM, dont on attend toujours l'annonce d'un nouveau sponsor. Hein, ça se fait attendre un petit peu, mais bon, on verra dans les semaines à venir. Et après, pour finir sur Paris Tour, on évoquait sur le Tour de Lombardie Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde qui vont prendre leur retraite. Bien là, sur Paris Tour, on a Philippe Gilbert qui va courir la dernière course de sa carrière sur Paris Tour. Paris Tour, une course qu'il avait remportée à 2 reprises, en 2008 et en 2009. Est-ce que vous le voyez en mesure de faire quelque chose? Alors, certes, il sera coéquipier d'Arnaud Delis notamment, mais quel rôle il peut jouer cette année, Philippe Gilbert? Ça peut être un rôle de dynamiteur. Mais gagner, je pense pas. Pourquoi pas un top 10? Il a quand même montré qu'il était en jambes, là, notamment sur Binche. Donc, à voir. Mais effectivement, je pense qu'ils miseront sur la carte Delis chez Lotto. Louis, que peut faire Philippe Gilbert? Ah, pour moi, il bossera pour Delis, c'est sûr à 100%. Après, Philippe, c'est un coureur qui est très offensif. Pareil, on parlait de Nibali, de Valverde, c'est un coureur qui peut tenter une attaque. On sait pas, voilà, s'il y a des bordures, c'est typiquement le coureur qui arrivera à parfaitement encadrer son leader un peu moins expérimenté. Donc, il sera acteur de la course. En tout cas, j'espère. Voilà, en plus, c'est un coureur qui a marqué de son empreinte Paris Tour. Ça serait beau de le voir à l'œuvre. Après, je le vois pas gagner, mais voilà, qu'il se fasse plaisir pour ça derrière et on verra bien à l'arrivée. Mais je le vois plus dans un rôle d'équipier, de capitaine de route pour Arnaud Delis. Est-ce que l'équipe Lotto peut faire un petit peu comme ce que tu imagines pour Cofidis, à savoir un Gilbert, voire un Campenarts pour attaquer, et Arnaud Delis qui suit derrière pour viser le sprint? Ouais, c'est possible. Mais après, dans Paris Tour, tout va très vite. Une crevaison et la stratégie de course change. Donc, il y a le scénario idéal qu'on se crée au briefing et ça peut être typiquement, Victor Campenarts, Florian Vermeersch, et Philippe Gilbert, vous essayez de créer des coups, de suivre des coups les parties côtes et puis on garde Arnaud Delis pour le sprint. Ça peut être le briefing de base, mais par contre, dans un final, si à la sortie de la dernière côte, on a Arnaud Delis et Philippe Gilbert dans le même groupe, Gilbert se mettra absolument au service de Delis et ça, c'est clairement ce qui va se passer. Donc après, on verra bien. La course est tellement ouverte que c'est dur de savoir à tel moment ce qui va se passer. Tout va très vite. Donc avec les différents aléas de course qui peuvent survenir, c'est pas plus mal d'avoir plusieurs cartes à jouer. Complètement. Ça
Et c'est tellement ouvert que avoir plusieurs cartes, ça permet parfois même de sauver un bon résultat. Eh ben écoutez, on verra ça donc Paris Tour qui sera ce dimanche au lendemain du Tour de Lombardie, les deux dernières grandes classiques du calendrier 2022. La saison n'est pas encore tout à fait terminée, mais c'est les derniers grands rendez-vous de cette saison 2022. Voilà, Anselme, Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour ce podcast pour présenter ces deux classiques des Feuilles Mortes version 2022. Pour le prochain podcast, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour justement débriefer le Tour de Lombardie et Paris Tour. C'est deux grandes classiques qu'on vous fera suivre évidemment sur notre compte Twitter @legroupeeto pour ceux qui ne le suivent pas déjà. Et en attendant donc le prochain podcast, eh bien si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, j'en ai parlé, mais aussi Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.